bonjour à tous. Alors pour ceux que je n'ai pas eu la chance de voir tout à l'heure, moi je m'appelle Benoît Tudrège, je suis donc interne en médecine générale à Poitiers en 4e semestre et je suis le trésorier de cette association. Donc c'est de ma faute si vous avez dû payer justement pour cette journée, à la différence de Tours, on l'a bien noté. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Pour initier, comme je crois que vous l'avez tous compris, l'ensemble des questions qui sont abordées aujourd'hui lors de ce congrès sont des questions qui ont été issues par des problématiques rencontrées par les internes au cours de leur terrain de stage. J'ai raconté une anecdote tout à l'heure pour l'autonomie, c'était un peu vrai aussi pour le Web 2.0, et c'est tout aussi vrai pour cette plénière. En l'occurrence, je vais vous raconter l'anecdote. Un de mes bons co-internes, dont je tairai le nom, mais qui se reconnaîtra, vient me voir un jour en me disant « Écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé sexualité avec une dame âgée. » La première chose, c'est que j'ai demandé forcément quel âge avait cette dame. Il m'a dit non, elle était très âgée. Alors, je ne vous dirai pas quel âge elle avait, puisque j'ai appris que âgé, ça veut dire l'âge du chef de service plus 1. Alors, on a la chance non, Monsieur Gomez nous rejoindra ce soir, donc je reste très prudent sur cette question. Bon, bref de plaisanterie. Une fois qu'on était sur ces questions, on s'est rendu compte que finalement, parler de sexualité n'était pas si simple. Et cet interne m'a dit, écoute, ça s'est fait très naturellement. Alors on s'est dit, parce que peut-être qu'elle était âgée, on n'en sait rien. Finalement, on n'a pas eu de réponse. Et on s'est dit, et si on en parlait tous ensemble, et si on invitait des gens qui étaient compétents pour nous aider à répondre à ces questions, parce que finalement, on est tous d'accord. Là, du coup, pour avoir élargi le débat, tout le monde dit que c'est important, et tout le monde dit qu'il ne sait pas trop comment faire, et que finalement, on ne le fait pas trop. Donc l'idée aujourd'hui est vraiment d'essayer de comprendre comment tout ça s'articule. Alors, on a du retard, c'est vrai, donc on a structuré. Et donc voilà le plan qu'on va vous proposer pour cet après-midi. La première partie sera vraiment en 3 parties, 1 quart d'heure chacun, on va essayer de s'y tenir. La première partie, c'est pourquoi aborder la sexualité en médecine générale. Une deuxième partie sera sur la légitimité du médecin généraliste à parler de sexualité en consultation. La troisième partie sur les freins qui nous empêchent à l'aborder. Et dans une deuxième partie, donc après 45 minutes, on sera rigoureux, je compte sur vous aussi pour nous le rappeler, sera consacrée à comment on fait en pratique. Il y a des techniques, on le sait tous, on a finalement une petite expérience. Comment on fait? Voilà, ça c'est le plan. Pour nos intervenants, nous avons la chance d'avoir des gens très très motivés et je ne vais pas les présenter, je vais laisser le faire eux-mêmes parce qu'ils ont tous des parcours très, très personnels. Donc voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, Stéphanie Grandcolin, je suis maître de stage et je suis médecin généraliste installé à Poitiers. Et je travaille aussi au CHU en gynéco. Et je suis maître de conférence aussi. Merci. Donc, je m'appelle Patrick Bouet, je suis aussi médecin et à temps partiel, je tiens des consultations de sexologie au CHU de Poitiers dans les services de gynécologie et d'urologie depuis quelques années maintenant. Donc je reçois des patients qui soit viennent spontanément, soit sont adressés par des confrères spécialistes, soit par des médecins généralistes. Et moi, je suis Mademoiselle Poirot, une petite interne de 4e semestre en médecine générale qui fait le DU de gynécologie et qui va suivre une formation de sexualité avec Dr Grandcolin et voilà, qui animera également cette plénière pour avoir surtout l'avis des internes et poser les questions des internes. Voilà. Merci beaucoup. On va dans le vif du sujet. Madame Grandcolin, pourquoi aborder la sexualité en consultation de médecine générale? Alors, Benoît, tu as commencé par une histoire. Du coup, j'avais aussi envie de commencer par une histoire. Cette semaine, j'ai reçu une handicapée de 40 ans qui était accompagnée de son accompagnatrice. En fait, le motif de consultation, c'était nécessité de la mise en place d'une contraception chez une femme de 40 ans. Donc, après l'anamnèse, j'ai posé la question, est-ce qu'elle avait déjà eu des rapports sexuels? Et la réponse a été, non, j'ai jamais eu de rapport avec mon frère, non, j'ai jamais eu de rapport avec mon père. Donc, rien que ça justifie en soi de s'interroger sur la sexualité.
Pour le reste, je pense que vous le savez, ça fait partie maintenant des recommandations de l'OMS qui considère que la sexualité, c'est le bien-être et ce n'est pas seulement le pathologique. Donc, c'est un élément complet et holistique du patient et on doit l'aborder de cette façon-là. Je dirais que deuxièmement, ça fait partie de nos missions de prévention, de dépistage. C'est un fort intérêt pour les patients aussi, puisque 85% des personnes disent que c'est important dans leur vie, la sexualité. Donc ça me paraît essentiel d'aborder ce sujet-là. Mais que parmi eux, 30 à 40% d'entre eux ont souffert d'une dysfonction, c'est-à-dire une anorgasmie, des douleurs, une baisse de la libido. Et donc ça va entraîner une altération de leur bien-être. Donc ça, c'était le pourquoi du patient. Ce qui m'intéresse énormément dans cette question, c'est le point de vue du professionnel. Pourquoi un professionnel doit aborder cette question en tant que professionnel? Tout simplement parce que aborder la sexualité, ça oblige à explorer les dimensions subjectives et sociales du patient. Et dans cette mesure, de faire preuve d'empathie, de prendre du recul, d'éviter le jugement, et quelque part, c'est un élément de l'interrogatoire qui nous fait progresser et aller vers l'autre. C'est aussi le témoin de la qualité de la prise en charge. Et souvent, les médecins qui s'intéressent à la sexualité sont plus holistiques. Ça nous aide à prendre le patient dans sa globalité. Enfin, je dirais que pour finir, c'est un thème qui est un indicateur d'une pratique médicale moins strictement centrée sur les dimensions médicales des traitements, mais très certainement sur la relation médecin-patient. Donc, deux items importants, la relation médecin-patient, la distance avec le patient et l'empathie. On vous laisse cette journée ouverte à vous tous, donc n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment. Il n'y a pas de ni tabou ni limite. La seule limite, c'est l'autonomie et la liberté. Voilà, les choses sont dites. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, il ne faut que lever la main. Ok? On tente sa chance? Non? La tombola, c'est pour plus tard. Bon, Fanny. Moi, je voulais aussi vous demander si le fait de parler de sexualité ouvertement avec les patients diminuait le risque d'inobservance par rapport au traitement, parce qu'il se pose énormément de questions sur les risques secondaires de certains traitements. Soit ils ne se les posent pas, et alors ils les découvrent, soit ils les lisent sur la notice. Et si on ne fait pas preuve d'anticipation, ils vont nous mentir parce qu'ils ne vont pas oser aborder le sujet. Je pense par exemple aux IRS qui sont extrêmement prescrits en France, on le sait. Si le patient il est éjaculateur précoce, tant mieux pour lui, il ne va pas arrêter son traitement. S'il n'est pas éjaculateur précoce, il va avoir une telle dysfonction ou un retard d'éjaculation qu'il ne va pas te dire qu'il ne prend plus son traitement. Bon, je ne sais pas si c'est moins ou plus important que les bêta-bloquants, mais avec les bêta-bloquants aussi, tu peux avoir ce type de problème. Donc, moi, j'ai fait l'expérience qu'anticiper avec le patient les effets secondaires des médicaments, c'est plutôt un facteur d'observance que d'inobservance. Et n'a-t-on pas un risque d'induire finalement des troubles de ce type en les anticipant? Non, sinon tu préviendrais jamais d'aucun effet secondaire. Par exemple, quand tu donnes un INS, tu dis pas que ça va donner des douleurs au ventre, hein, et pourtant c'est capital. Je me permets de vous poser la question parce que tout à l'heure nous aurons une intervention de Martin Winkler qui malheureusement n'a pas pu venir car il est au Canada. Et comme je le disais ce matin, les cotisations vont monter mais elles ne sont pas encore faites, donc on n'a pas pu financer son voyage. Mais justement, il nous dit dans cette vidéo, vous n'aurez pas toute la partie, elle fait 25 minutes, on a dû sélectionner, mais il dit qu'effectivement il y a quand même un risque à ça et que finalement les patients sont globalement bien informés par d'une part les notices que finalement beaucoup lisent, et le Web 2.0 et notamment l'accès à Internet. Alors voilà, je vous repose la question. Ouais.
Mais en fait, ils sont peut-être informés, mais ils vont pas te dire, donc ils vont te mentir parce que ils peuvent avoir l'impression, si tu n'as pas abordé le sujet ou si tu n'as pas une présentation empathique, que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas aborder avec toi. Ils ont une représentation de nous, ils ont une représentation d'eux-mêmes vis-à-vis de nous, et ils ne voudraient pas, comment dire, baisser dans notre estime. Dire à son médecin qu'on a des troubles de l'érection, c'est potentiellement baisser dans son estime, casser la relation. Enfin, lui, il peut avoir toutes ces représentations-là. Et puis, il est bien dit dans la littérature que les patients sont en demande à ce que ce soit nous qui initions le sujet et pas eux. Donc, je pense qu'ils oseraient. Je ne pense pas que tu puisses créer un trouble de l'érection parce que tu as dit que l'IRS allait en provoquer un. Enfin, on verra ce que dit Martin Winkler. Bien. Docteur Bouet, voulez-vous répondre à la question de pourquoi faut-il aborder cette question en médecine générale? Pourquoi? C'est une question assez difficile. Il faut l'aborder parce que la santé sexuelle fait partie de la santé. Comme l'a dit Stéphanie Grandcolin, nous voyons des gens dans leur globalité, dans leur totalité. La santé sexuelle fait partie de cette santé, fait partie de l'épanouissement de soi. Voilà, en tant que tel. Alors, par contre, la question qui mérite d'être posée aussi, c'est quelle est la légitimité du médical, plus globalement, hein, parce que c'est pas très ancien, cette intervention du médical dans le domaine de la sexualité, historiquement parlant. Hein, ça a un siècle. Quoi. Et au départ, c'était les sexologues, les premiers, ils décrivaient les déviances sexuelles, en fait. Hein. Puis c'est petit à petit, notamment au cours du XXe siècle, que la sexualité s'est médicalisée. Mais la sexologie n'est pas seulement médicale. C'est-à-dire qu'il y a tout un contexte qu'il faut connaître, un contexte environnemental, un contexte de couple ou pas, un contexte historique, familial, individuel, etc. Donc il y a une légitimité, mais cette légitimité, à mon avis, ne doit pas se traduire uniquement par la réponse d'un médicament, pour l'érection par exemple, mais nécessite tout un travail d'écoute. Il faut donc du temps. Je crois qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'empathie, beaucoup de temps. Et là, le médecin généraliste, il est idéalement placé puisqu'il connaît les gens. Et bon, s'il a suffisamment de temps pour le faire, c'est tout à fait important parce que même si on prescrit quelque chose, alors en dehors de tous les aspects médicaux, des contre-indications, des effets, etc., dont on a parlé, mais même s'il prescrit quelque chose, il prescrit quelque chose dans un cadre donné, pour une personne donnée, dans un couple, avec un couple donné, et le fait de donner quelque chose qui va réparer, entre guillemets, un trouble, peut créer un déséquilibre, par exemple, dans le couple. Donc, ce sont des choses qu'il faut toujours penser. Hein. Je crois qu'en matière de sexualité, ça ne s'arrête surtout pas à la prescription médicale, surtout pas. Et en tant que médecin généraliste, justement, on est très bien placé pour envisager la globalité de la personne. Et ce qui est très important, c'est le temps, l'écoute, l'empathie. C'est fondamental. Et la réassurance, expliquer, informer. Pour rebondir sur la question du temps, la littérature annonce aujourd'hui qu'une consultation de médecine générale, c'est en moyenne 12 minutes, je crois, 17 minutes. Comment parler de sexualité en 17 minutes avec un patient qui peut très bien ne pas du tout venir pour ça? Et du coup, il y a une deuxième question secondaire que je vous pose. Est-ce que, effectivement, c'est médical? Est-ce que c'est au médecin de le faire? Est-ce que ce n'est pas à d'autres professionnels de le faire? Comment aborder en 17 minutes? Je n'ai pas la réponse là. Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est des fois la poignée de porte. Le patient s'en va. Au fait, docteur, ça, ce sont des choses qui peuvent être récupérées. Il faut redonner rendez-vous. Alors, je sais bien que le temps, c'est un gros problème. Mais si vous voulez, c'est tout à fait. Le médecin généraliste a tout à fait la légitimité pour s'en occuper, mais si vous voulez, parce que vous avez cette relation vraiment privilégiée avec le patient,
Mais si vous voulez traiter avec le patient le sujet, il faut absolument se donner du temps. Il n'y a pas d'autre moyen possible. Alors si vous n'avez pas le temps, à ce moment-là, vous pouvez orienter vers quelqu'un qui a plus de temps pour le faire et qui pourra vous aider. Mais je ne vois pas comment on peut traiter un problème sexuel sans l'écoute et sans le temps nécessaire. On a quand même un grand privilège en médecine générale, c'est que si on n'a pas toujours le temps immédiat, on a quand même le temps dans la durée. C'est-à-dire qu'on revoit nos patients pendant des dizaines d'années et qu'effectivement le syndrome de la poignée de porte, on le connaît bien et qu'on peut reconvoquer la personne pour une consultation dédiée. Et même si on n'y passe que 17 minutes une première fois, on peut y repasser 17 minutes une deuxième fois. Et donc je pense que par ce biais-là, c'est tout à fait faisable. Oui, dans la prolongation de ce que dit Thierry Vallette, je pense qu'il est souvent habile, enfin c'est la manière dont je fais, lorsqu'on aborde la sexualité, soit parce que la personne tourne autour sans vouloir vraiment le dire, soit parce que je pense qu'il faut en parler, je le place à la fin de la consultation, complètement, pour que la personne ne se sente pas gênée, ou au moment même où on se lève, et de dire, mais de cela, on pourra en parler la prochaine fois. Pas forcément, je dirais, une consultation dédiée qui peut faire peur, ce qui fait que je le marque dans mon ordinateur, et lors de la consultation que j'ai oubliée un mois après, à propos, on avait évoqué là, et là, c'est la surprise de voir que la personne a bien réfléchi, a pensé, et à se dire, on peut en parler ici. Voilà une stratégie moi, que j'ai mis en place, qui fonctionne assez bien. Parce que, comme a dit M. Bouet, dans les statistiques, 95% des personnes disent le médecin généraliste est tout à fait habilité à m'en parler, et je trouve naturel qu'il m'en parle. Et combien de fois il vous en a parlé? On est autour de 1 à 2, 3% de fois. Moi, je voudrais aborder une petite question. On a l'impression que les médecins estiment être à l'aise dans le domaine de la sexualité, alors que lors de notre cursus, on se rend compte qu'il y a très peu de médecins généralistes finalement qui abordent la sexualité avec facilité lors des consultations. Je remercie Fanny qui revient au plan initial, qui est quand même la légitimité. Parce que là, on est en train, avec le temps, de passer à comment le faire en pratique, mais je vous rappelle qu'on retournera à cette question dans la deuxième partie. Bernard Fraîche, par rapport à ce que vous dites, il y a un facteur que vous citez peu, et j'aimerais bien avoir votre avis, c'est le fait d'être médecin homme ou médecin femme. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas aborder forcément la même thématique d'ordre sexuel quand on est nous-mêmes médecin homme ou quand on est nous-mêmes médecin femme. On voit bien qu'il y a une vision différente. Je tiens à rappeler simplement que l'anatomie de la femme a été découverte il y a peu. C'est assez impressionnant parce que dans l'histoire de l'être humain, c'est-à-dire depuis plus de 40 000 ans d'années, c'est quelque chose qui a toujours passionné. Et pourtant, l'anatomie réelle n'a été découverte que c'est, Stéphanie, tu me dis si je me trompe, mais que c'est 10 ou 20 dernières années, à peine. Tout à fait. L'anatomie du clitoris a été découverte que ces 10 dernières années. Donc ça veut dire quoi? Toujours est-il que le sens de ma question, c'était principalement quand on est un médecin homme ou un médecin femme, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un abord différent? Non, Bernard, je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est que l'anatomie, je pense qu'on la connaît depuis un moment et qu'elle est décrite, que les hommes aient découvert que les femmes aient un clitoris et le rôle que ça joue. C'est peut-être ça dont tu veux parler. Avec l'échographie, et on a découvert l'anatomie du clitoris qu'il y a à peine une vingtaine d'années. Ça, c'est réel, hein. Malheureusement, hein, parce qu'effectivement... Hein, voilà, tout à fait. Hein, c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire des greffes. Donc c'était là mon propos. Mais sinon...
Je vais m'éloigner un peu de ce que dit Bernard, mais Fanny, qu'est-ce qui te fait dire que les médecins généralistes sont à l'aise avec la prise en charge de la sexualité? Non, t'as dit, j'ai compris à l'aise. Alors, j'ai pas compris. Non, je disais que dans le discours, on a l'impression qu'ils sont à l'aise, mais en fait, ils ne l'abordent pas du tout. Et je pense qu'au contraire, on est plus ou moins tous mal à l'aise parce qu'on n'a pas de formation, on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment l'aborder. Et Bernard l'exprime très bien. Il dit déjà rien qu'avec la différence de sexe, je suis plus ou moins mal à l'aise, etc. Alors après, je pense qu'en tant que médecin généraliste, on a un certain cadre. On a un certain rôle, le patient nous voit d'une certaine façon, donc je pense qu'on peut utiliser cela. Voilà, le médecin a un certain statut. La différence de sexe, je pense que c'est pas le problème. Mais effectivement, on est là pour répondre à certaines questions et on va expliquer qu'il y a des formations, qu'il y a des moyens. Allô ? Il y a des moyens détournés. Vous m'entendez ? Pardon. Il y a des moyens plus ou moins détournés d'élaborer les choses, mais voilà. Mais effectivement, on se rend compte qu'on est tous mal à l'aise et qu'on a énormément de mal à l'aborder en cabinet. On est bien d'accord. Alors par rapport à ça, c'est-à-dire que les internes, ils ont en stage, la sexualité c'est difficile, peut-être pour les médecins parce que justement il y a l'interne qui est à côté de nous. Hein, nous, on n'a pas le même comportement avec un interne pour parler de sexualité, et même quand les patients ils veulent venir pour ça, ils demandent à ce que l'interne ne soit pas là. Donc effectivement, ça complique vos possibilités d'apprentissage parce qu'on n'a pas de situation pratique courante pour l'apprentissage de la sexologie, quoi. J'aimerais qu'on entende les internes aussi à un moment donné. Hein. Je suis très content parce que ça prouve que ça marche et que le sujet est tout à fait important. Je vous propose de répondre juste après la vidéo de Martin Winkler qu'on va vous passer, parce qu'il répond quand même à pas mal de ces interrogations-là. Donc si vous voulez bien, on regarde la vidéo et ensuite vous y répondrez. D'accord ? Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Marc Zaffran, j'ai été médecin généraliste en France entre le tout début des années 80 et décembre 2008. J'ai exercé la médecine générale à la campagne et à l'hôpital, en centre de planification et d'IVG, et accessoirement je suis écrivain et je publie sous le pseudonyme de Martin Winkler. Je vis désormais au Québec. Je suis honoré d'avoir la chance de vous parler et je remercie les organisateurs de ce congrès, en particulier Benoît Tudrège et Thomas Meignier, de m'avoir invité à le faire. Je suis très touché de m'adresser à des internes en médecine générale. Quand j'étais interne, on disait stagiaire interné à l'époque, choisir la médecine générale était considéré comme une anomalie. Je sais que c'est encore le cas pour un certain nombre d'étudiants en médecine, mais je suis très heureux de savoir qu'en 40 ans, les choses ont changé et que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'à mon époque. Comme on dit ici, it's a no-brainer. Autrement dit, il n'y a pas à se poser la question. La médecine générale, c'est la médecine de la vie quotidienne, avec ses petites et ses grandes souffrances. La sexualité fait partie de la vie quotidienne, donc la médecine générale a pour vocation aussi de s'occuper de la sexualité. La raison pour laquelle les généralistes se posent la question de leur légitimité en ce domaine, c'est que les facultés de médecine, évidemment, ne dispensent pas de cours sur la sexualité à destination des médecins. Cependant, quand on est étudiant en médecine, on s'intéresse déjà à la sexualité depuis le lycée, et on s'y intéresse encore plus quand on entre en faculté de médecine, et bien sûr, on se préoccupe beaucoup plus des travaux pratiques que de la théorie. De sorte que les débats, je devrais dire les ébats concernant la sexualité, ont lieu effectivement entre étudiantes et étudiants, ou étudiants entre eux, ou étudiantes entre elles, parfois entre enseignants et étudiants, ou entre étudiants et infirmiers et infirmières, mais ils ont rarement lieu en groupe, ils ont rarement lieu en collectivité, ils ont rarement lieu sur le plan théorique, c'est toujours des ébats ou des débats qui sont intimes, et par lesquels on apprend finalement beaucoup sur soi-même, mais très peu sur les autres. Seulement, la sexualité, ça intéresse les patients. Il serait utile que les médecins reçoivent une formation théorique sur la sexualité. Et en particulier, j'aimerais que dans les facultés de médecine, on vous enseigne ce que la sexualité a de parfaitement biologique, en particulier
quand on regarde le fait que la sexualité a été programmée par l'évolution dans le comportement des êtres humains, et que cette sexualité, elle a des caractéristiques qui sont tout à fait communes à un très grand nombre d'êtres humains, mais que les variations de cette sexualité, comme par exemple l'orientation sexuelle, comme l'identité sexuelle, sont aussi des variantes qui ont été programmées par l'évolution, qui ne sont pas des pathologies, mais qui sont des modifications individuelles de ce qui est le plus fréquemment retrouvé dans la population générale, mais qui ne sont en aucune manière des anomalies. Et donc j'insisterai en vous disant vivement et fermement que vous, les médecins généralistes, si vous prenez la peine d'acquérir un certain nombre de notions sur la sexualité, vous avez une totale légitimité à en parler, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait partie de la vie quotidienne, comme je vous l'ai dit. On verra dans quelques instants par quels éléments de cette vie quotidienne les patients vous en parleront, ou par quels éléments vous pourrez leur en parler. Et ensuite parce qu'un généraliste peut et doit pouvoir entendre toutes les demandes qui viennent de ses patients. Ça ne veut pas dire qu'il a des solutions à tout, bien entendu, et il ne faut pas le croire, ni le faire croire aux patients, mais ça veut dire dans mon esprit que l'une des fonctions du médecin généraliste, c'est d'être celui ou celle qui reçoit toutes les questions, qui les écoute sans jugement, qui les précise avec le patient et qui aide le patient soit à trouver les réponses s'il y en a, soit à choisir une démarche qui lui permettra de résoudre les problèmes si c'est nécessaire et s'il y a vraiment un problème. Non seulement vous avez une légitimité à écouter les questions concernant la sexualité, mais vous allez le faire probablement aussi bien, voire mieux que les gynécologues, qui d'une part ne s'occupent que des femmes et pas des hommes, et vous allez vous occuper des hommes, et qui souvent ne veulent pas entendre parler non plus des problèmes sexuels, et vous le ferez aussi beaucoup mieux que tous les autres spécialistes dont ça n'est pas du tout le souci, à l'exception bien entendu des sexologues, mais qui sont des spécialistes auxquels vous ferez peut-être appel, le plus souvent d'ailleurs pas du tout, parce que la plupart des problèmes peuvent être abordés en médecine générale. Ce qui me semble primordial, c'est que votre souci numéro un en tant que médecin généraliste, c'est de ne pas surmédicaliser les plaintes des patients, et de leur proposer des interlocutrices et des interlocuteurs, en l'occurrence vous, qui vont dédramatiser leurs inquiétudes, et qui vont leur expliquer qu'en matière de sexualité, comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas de normes, il y a des variations, que beaucoup de gens qui souffrent, pensent souffrir de la sexualité, en fait souffrent des images ou des idées qu'ils ont au sujet de leur sexualité. Et il est important de les rassurer, il est important de les aider à faire la part des choses entre ce qui est gênant et ce qui est véritablement pathologique. Pour vous donner un exemple parmi bien d'autres, il est fréquent que de jeunes hommes se plaignent de voir au cours de leur vie d'avoir une érection et de constater que leur sexe est dévié sur le côté. C'est fréquent, ça n'est pas une anomalie, c'est une variante anatomique et ça ne gêne en rien les rapports sexuels. Ça peut être pathologique à la fin de la vie, mais quand ça apparaît spontanément dès l'adolescence, ça n'a rien de gênant et ça n'est pas du tout anormal. Seulement, s'ils ont passé beaucoup de temps à regarder des films pornographiques, ce qui arrive à un très grand nombre de jeunes gens aujourd'hui, ils se font une idée peut-être un peu biaisée de la norme en matière d'anatomie sexuelle. Le rôle du généraliste, c'est de poser des questions de bon sens. Est-ce que c'est l'aspect de votre érection qui vous gêne, ou si c'est, quand vous avez des relations sexuelles, le fait d'avoir des relations sexuelles qui est gênant? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir de pénétration, par exemple? Il est très important de faire prendre aux gens conscience de la différence entre l'idée qu'ils se font de leur sexualité, ou de la sexualité qu'ils pourront avoir, et la réalité de ce qu'est leur rapport sexuel. Le rôle du médecin généraliste, c'est d'aller au-delà des apparences et de se soucier de la manière dont les gens vivent. Je me souviens d'un jeune homme qui était venu me voir en me demandant de le dispenser d'éducation physique parce qu'il était troublé par ses camarades quand il prenait une douche collectivement avec d'autres garçons. Il avait du mal à admettre qu'il pouvait être attiré par les hommes et que donc les hommes avaient un effet sur son désir. Et à l'époque, je crois que ça l'a beaucoup soulagé que je lui dise que l'homosexualité, ce n'était pas une maladie, mais que ça faisait partie de sa personnalité. C'était la première fois qu'il entendait dire ça. Et comme j'étais son médecin, ce que je lui disais avait beaucoup de poids. Rappelez-vous que votre parole a et aura beaucoup de poids, et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas là pour alourdir le poids que portent déjà les patients sur leurs épaules, mais pour l'alléger. En tant que médecin de première ligne, vous allez pouvoir beaucoup alléger le fardeau des patients qui vont se confier à vous, ou du moins les aider à le porter. C'est toute la légitimité dont vous avez besoin.
Vous vous sentez mal à l'aise pour parler de sexualité parce que vous vous sentez ignorant. C'est pas grave. Vous allez apprendre au fil des consultations. N'oubliez pas qu'en médecine générale, vous avez le temps. Si vous ne savez pas répondre à la question, dites au patient que vous allez vous renseigner et faites-le. Et répondez-lui plus tard. L'Internet est une ressource précieuse. Vos confrères aussi. Les patients vous seront toujours reconnaissants d'approfondir un sujet qui les concerne, même si ça leur demande d'attendre. Et justement, ce qui fait la qualité d'un généraliste, c'est qu'il est toujours en train d'approfondir ses connaissances pour répondre aux questions de ses patients. Je vais finir par vous dire tout simplement que l'essentiel dans le métier de médecin généraliste, que ce soit pour la sexualité ou pour le reste, c'est l'attitude que vous présentez à vos patients. Si vous leur laissez entendre que vous ne les jugerez pas et que leurs interrogations et leurs ressentis seront respectés, que vous ferez de votre mieux pour répondre à leurs questions, ou pour aller interroger quelqu'un pour répondre à la question si vous n'avez pas la réponse, ça va leur ouvrir la porte pour tout ce qu'ils auront besoin de vous confier. Ça peut concerner la sexualité, mais ça peut concerner beaucoup d'autres choses, les conflits au travail, les difficultés en famille, la peur de mourir, et parfois le désespoir et le désir de mourir. Et c'est important qu'ils se sentent en mesure de vous parler de ça sans que vous les jugiez et sans que vous sautiez sur les antidépresseurs tout de suite. Rappelez-vous enfin que vous ne pourrez pas aborder le sujet de la sexualité ou tout autre patient, ou tout autre sujet que vos patients veulent aborder, avec un patient qui ne veut pas en parler. Mais si vous vous montrez respectueux de sa vie privée, et si vous vous montrez ouvert à tout ce qu'il pourrait avoir envie d'aborder, un jour peut-être, ça peut être dans 3 jours, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, les patients s'en souviendront, et le jour où ils en auront besoin, ils pourront venir vous voir et vous parler de quelque chose qui leur importe. Et ils vous seront extrêmement reconnaissants d'être là pour pouvoir les écouter. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon congrès. Au revoir. Alors, on va reprendre le cours de la discussion puisque vous imprégnez du débat et finalement c'est ce qu'on souhaite, donc on en est très heureux. On était sur la question de la formation, c'est la dernière question qui a été posée. Forcément, nous, ça nous intéresse, c'est la première question que Fanny a posée. Martin Winkler pose un peu aussi la question, et moi, la question que je veux vous poser, alors du coup aux enseignants, mais aussi aux internes, c'est ok, nous, en gros, on se plaint qu'on n'a pas de formation. Ok. Qu'est-ce qu'on connaît? Des normes culturelles, des normes sociales, la place de la pornographie. Comment plutôt, un médecin en abordant la sexualité en consultation, n'est pas vecteur d'une norme sociale ou d'une norme culturelle versus, effectivement, une approche beaucoup plus globale, avec, comme il le dit, la part des variations et non des normes. Quelqu'un veut-il répondre à cette fâcheuse question? Vous, peut-être? Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la dernière intervenante, juste avant le film, je pense que c'était Mademoiselle Poirot, qui avait évoqué sexologie, sexualité. Il n'est pas intéressant ou nécessaire ou utile d'évoquer la sexualité, pour évoquer la sexualité, d'être sexologue, bien entendu, puisqu'il s'agit simplement d'aider le patient de parler de sa sexualité. Donc c'est le premier frein, à mon avis, est plutôt là, ce n'est pas dans mes connaissances, c'est simplement d'aborder le sujet. Et donc à ce moment-là, je pense que lorsque la personne expose ses problèmes, nous on ne fait qu'un être accoucheur d'un problème ou d'un pas problème. Et la sexualité, où est-ce que vous en êtes? La personne évoque des problèmes et effectivement, comme le dit très bien Martin, comme on n'est pas sexologue, eh bien on va vous aider, et je vais me renseigner et puis je vous adresserai éventuellement ou on reprendra la situation. Donc pour moi c'est ça, on va chercher à résoudre un problème comme un autre problème, mais je n'ai pas besoin d'être sexologue pour parler de sexualité. Alors, je pose la question du coup peut-être à monsieur Bouet. Quand est-ce qu'on vous adresse un patient? Pour quel motif? Bon, les motifs sont extrêmement variés. D'abord, les patients peuvent venir spontanément. Les gens viennent spontanément parce qu'ils ont vu sur Internet qu'il y avait une consultation et viennent en couple d'ailleurs, assez souvent, ou seuls, pour des questions de sexualité sans passer par le généraliste ou en ayant parlé comme ça. Bon.
c'est une première possibilité. D'autres personnes sont adressées par des spécialistes, gynécologues ou urologues ou neurologues ou cardiologues ou tout ce que vous voulez, endocrinologues, qui ont d'autres intérêts, d'autres priorités, qui pour cette section, pour cette question de la sexualité ne se sentent pas à mesure de la traiter. Et pour les généralistes, là aussi, des généralistes m'envoient des personnes parce qu'ils pensent ne pas avoir les moyens, à tort ou à raison, de traiter la question, soit parce qu'ils considèrent ne pas avoir le temps, soit parce que la situation elle-même leur pose problème par rapport à tel ou tel couple ou telle personne, et que le fait d'aborder ces problèmes pourrait les mettre un petit peu en porte-à-faux par rapport au couple, par exemple, ou par rapport à une famille. Donc ça peut être aussi pour des questions médicales. Enfin, les raisons sont extrêmement variables selon les médecins. Voilà, donc je n'ai pas de ligne générale à donner. Disons que globalement, quand ce sont des médecins généralistes qui m'envoient des personnes, c'est parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le traitement du sujet. Que ce soit un sujet médical, mais le plus souvent un sujet plutôt, je dirais, familial. Là, on a l'avis des médecins généralistes, mais vous, avec votre expérience, les patients, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent que le médecin généraliste a une place indiquée dans la sexualité, dans leur sexualité, ou ils pensent que c'est d'autres professionnels, et quels professionnels dans ce cas-là? Moi, j'ai un biais parce que je ne peux pas répondre épidémiologiquement à la question, parce que les gens viennent me voir justement parce qu'il y a des problèmes. Non, la relation de confiance avec le généraliste est bien présente. Bien sûr, les personnes en ont parlé à leur généraliste. Parfois, eux-mêmes font la démarche de venir me voir en accord avec leur généraliste. Hein, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi assez fréquent. Pour avoir du temps, justement, pour en parler. Et puis ensuite, moi, je repasse, bien sûr, le relais au généraliste dans un deuxième temps, et en général assez rapidement, d'ailleurs. Hein. Parce que dans la consultation, bien sûr que le sexologue n'est pas habilité seul à parler de la sexualité. D'abord, sexualité et sexologie, c'est pas du tout la même chose. Le sexologue est là, en fait, les gens qui viennent, souvent, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, comme le disait très bien Martin Winkler, il y a un rôle d'écoute et d'explication, d'information. Je vois plus d'hommes que de femmes, et je passe toujours beaucoup de temps, je leur demande s'ils connaissent un petit peu comment ça fonctionne la sexualité. Il y a des lois du corps, il y a l'évolution, ce sont les mêmes pour tous et pour toutes. Donc ces lois du corps, c'est important de les connaître, c'est important de savoir comment fonctionne l'excitation sexuelle. Voilà. Donc je parle de là, et je parle de comment ça marche l'érection pour l'homme. Hein. Voilà. Donc on passe beaucoup de temps. Et le fait d'en parler, le fait de dire que 90% des hommes, à un moment ou à un autre, ou 95% des hommes, si ce n'est 100%, ont un jour ou un autre une panne sexuelle, ça permet de relativiser le problème, et souvent les personnes repartent rassérénées par rapport à ça. Et puis aussi, il y a la question de tout ce qui est demande sexuelle. Qu'est-ce qu'un éjaculateur prématuré ? Qu'est-ce que ça veut dire être éjaculateur prématuré? On passe beaucoup de temps à définir cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire une anorgasmie chez les femmes? Enfin, il y a tout un temps d'analyse du symptôme qui est également très important. Et puis il y a aussi tout ce qui est véhiculé par la société en termes de performance, c'est-à-dire l'angoisse de performance pour l'homme. L'homme, en général, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'abord à satisfaire sa partenaire, sans trop penser à son plaisir sexuel à lui, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Souvent, c'est en ces termes-là que ça se pose, et il est terrorisé par le fait d'avoir une panne. Parce que le fait de ne pas avoir d'érection, c'est la perte de son identité masculine. Donc il faut travailler beaucoup là-dessus. Donc il faut analyser le symptôme, il faut le replacer par rapport à la vie en couple, par rapport à... Voilà. Et c'est ces choses-là que moi je restitue après aux médecins généralistes, et puis c'est bien sûr aux médecins généralistes de continuer à voir ces personnes. Hein. Donc dirons-nous que c'est un temps. C'est un temps de consultation qui permet d'approfondir un peu la question, puis de repasser le relais ensuite. Voilà. En sachant qu'effectivement, la sexualité, c'est pas
pas trop une affaire médicale quand même. Pour reprendre ce que disait ma collègue sur la place de l'interne, je pense qu'il faut différencier bien deux situations de consultation où le patient vient pour parler d'un problème comme ça et la consultation où c'est le médecin qui va poser des questions. Je suis maître de stage et j'aborde des questions telles que monsieur, avec le médicament que vous prenez, est-ce que vous avez des problèmes d'érection? Parce qu'ils ne vont pas me le dire spontanément. Pour une femme face à une sécheresse vaginale, son activité sexuelle, son plaisir, et le fait de pouvoir poser des questions même en présence de l'interne, c'est une ouverture et une formation débutante pour eux. Ensuite, effectivement, quand le patient vient pour un problème bien précis, c'est pas toujours facile, mais l'abord que l'on peut avoir envers nos patients et le questionnement l'ouverture qu'on leur donne, on peut tout à fait le faire en présence des internes, et je pense que voilà, ceux qui sont à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, même avec l'interne. Je voulais juste donner un petit point sur mon expérience. Moi, je propose, je fais énormément de pédiatrie et de gynécologie. Je propose à toutes mes jeunes patientes, à partir de 11, 12, 13 ans, en fonction du suivi que j'ai avec eux, un entretien dédié à la sexualité, puberté, contraception, où on aborde plein de choses, plein de questions. C'est une consultation qui se fait sans les parents et ils sont assez demandeurs et souvent c'est même les parents qui leur disent ça serait bien effectivement que tu prennes rendez-vous parce que voilà. La question des mamans disant non mais on se dit tout. Non madame, vous ne parlez pas de votre sexualité avec votre fille, donc pourquoi vous voulez que votre fille vous parle de sa sexualité? Ah bah oui effectivement. Donc il y a plein de possibilités qu'on peut faire et ce genre d'entretien qui est proposé peut se faire très facilement aussi avec les internes. C'est un premier contact, une ouverture, et le patient sait que vous lui avez proposé ça, et il pourra venir vous poser des questions, et voilà, en ouvrant au maximum les débats. Moi, je voulais parler un petit peu de mon expérience en tant qu'interne en médecine générale en 2e semestre, actuellement en stage en gynéco à Niort. Donc en fait, j'ai été extrêmement surprise de voir que chaque jour, j'apprenais à mes patientes que le médecin traitant peut prescrire une pilule, peut poser un stérilet, peut faire un frottis. Donc je pense qu'avant de pouvoir aborder la sexualité, il faut que les patientes soient au courant qu'on peut déjà faire un suivi gynéco en cabinet de médecine générale. Et qui doit les informer dans ce cadre-là? Donc moi, c'est ce que je tenais à dire à mes co-internes, c'est que chaque jour, j'en profite pour dire que... Voilà, leur poser la question, les informer que le médecin traitant est capable de le faire, que c'est son rôle. Et donc elles sont à chaque fois surprises et se posent la question effectivement qu'à plus ou moins long terme, peut-être qu'elles envisageraient un suivi avec leur médecin généraliste. Là, on a un interne là aussi. Oui, bonjour, je suis Mathieu Aubry, un interne de 4e semestre. J'ai la chance de faire de temps en temps du centre de dépistage anonyme et gratuit sur La Rochelle, qui me permet justement de temps en temps, avec certains patients, d'aborder des questions de sexualité. C'était pour rebondir par rapport à la formation proposée. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément pour nous parler de technique, puisque c'est ce que disait le docteur Gros-Colin, c'est plus aussi une question d'empathie, d'écoute. Souvent c'est de la réassurance. Donc c'est plus ce qu'on fait déjà un petit peu avec nos études avec le DMG, c'est plus la façon d'écouter les patients et de les réassurer plus que vraiment de la technique pure. Donc voilà, c'est des choses peut-être à réfléchir, après pas forcément que de la technique. Voilà. Louise Lévilleroy, je suis interne en 2e semestre, je suis chez le médecin généraliste en ce moment. J'ai été confrontée 2 fois à la même situation clinique, c'est une jeune fille, 17-18 ans, jeune adulte, qui est accompagnée par sa maman, où c'est la maman qui demande je voudrais en fait la pilule pour ma fille. Et alors, je pense que c'est le moment de prescrire la contraception, c'est le moment d'aborder la sexualité chez les jeunes adultes. Mais quand il y a la maman qui est là, comment faire? Parce que, enfin, je pense que c'est une question intime, on ne peut pas l'aborder devant les parents, quoi. Peut-être pour Stéphanie la question. Tu fais sortir la maman, absolument. Quels moyens on utilise
Tu dis que tu peux prétexter, tu demanderas jamais à la jeune fille est-ce que tu préfères que ta mère sorte, parce que l'enfant ne peut pas être déloyal envers son parent. Donc tu dis que le problème vient de toi. Tu dis que toi, tu te sens pas capable, une des idées que je donne, tu dis que toi, tu n'es pas capable de parler de ça à 3, donc tu veux absolument que la maman sorte. Et quand on en a fait l'expérience avec l'interne que j'ai actuellement, au début on est en difficulté, comment dire aux gens sans les froisser. C'est avant tout une question de détermination. Si jamais tu te dis qu'il faut absolument, c'est ta mission première de faire sortir l'autre adulte, le plus vieux des deux, tu te le mets en mission et il faut que ta mission soit réussie, point barre. Et ça marche. À partir du moment où tu mets la volonté, l'autre adulte respecte ça et tu n'as pas d'autre choix que de faire sortir cet adulte. Surtout face à ce type de demande où c'est soi-disant la mère qui veut. Et même si tu interroges l'adolescent à côté et que tu lui demandes « Ah bon, et toi tu veux quoi ?» Il te répondra qu'il n'en veut pas. Tu fais sortir la mère et il va dire « Oh oui, oui, oh oui, oh oui, je la veux. » Donc, Alors, il y a beaucoup de demandes. En ordre, c'était Dr Fraîche, après vous monsieur et vous monsieur. Dans ce que vous dites, il y a deux débats qui semblent pointer un petit peu son nez. Il y a la formation initiale des internes, et là, Stéphanie, je te rejoins complètement, et mademoiselle Boiron aussi, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire sur la formation des internes, et ça c'est évident. Par contre, le fait de dire, et j'aimerais bien savoir s'il y a des études qui l'ont prouvé, le fait de dire que les médecins généralistes ne sont pas à l'aise. Dans l'ensemble, je pense qu'avec un peu de savoir-faire et un peu de savoir-être de pratique, on est assez à l'aise à aborder les problématiques sexuelles que les patients peuvent nous poser. L'identification est peut-être parfois difficile, mais en termes d'abord de problématiques, je pense que la majorité des médecins généralistes ici présents dans la salle arrivent à se débrouiller. Par contre, il y a effectivement une insuffisance de formation. Alors, en ce qui s'agit de compétences techniques, il n'y a aucun souci. Vous répondez largement et au-delà des demandes. Mais non, ce qui ressort, c'est que les médecins généralistes ne sont pas à l'aise avec ça et ils se cachent derrière le manque de temps et le manque de formation, et on se rend compte qu'en fait ils ont peur déjà de la différence de sexe, ils ont peur de rentrer dans la vie intime du patient, qu'il y ait une érotisation qui se fasse ensuite. Il y a plein de choses derrière. Il y a un mal-être qui est là, et on aimerait ensemble trouver des solutions pour casser ces clichés. Je crois que Fanny a tout à fait raison. Il y a un autre point qui est rarement évoqué, mais c'est que parler de sexualité, ça ne veut pas dire parler de sa propre sexualité. Et ça, on le voit bien avec les internes. J'en profite aussi pour dire que je ne parle pas de ma propre sexualité. Voilà. Il y a un moyen de découverte des troubles sexuels dont on n'a pas parlé, et c'est là que je fais la majorité des diagnostics. Les caisses font des dépistages tous les 5 ans, vous savez, avec des grilles à remplir. Les gens cochent la grille. Alors, avez-vous des problèmes cardiaques, vos antécédents? Il y a une petite question qui revient toujours. Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle? Vous avez des patients qu'on a vus pendant 5 ans qui ne nous ont jamais parlé de problèmes sexuels, et là, la case est cochée. Et je pense qu'ils lancent un peu. Donc, peut-être pourrait-on se servir de grilles, éventuellement en salle d'attente, ou donner aux gens à remplir de temps en temps, tous les 5 ans, remplir, pour peut-être faire cette démarche. En fait, vous posez la question du dépistage, finalement. Monsieur ? Oui. Emmanuel Robin, je suis maître de stage dans la Vienne. Une réflexion et une question. Ma réflexion, c'est que, patient, je préférais parler de sexualité avec toi qu'avec Bernard, par exemple. Ma question maintenant... Pas de règlement de compte, s'il vous plaît. Ma question, je vais rebondir sur ce que tu as dit là un tout petit peu avant, en évoquant le fait de virer la maman en consultation. Je vais te poser la question de mon point de vue. Moi, en tant que maître de stage, accompagné de mon interne, qu'est-ce que je propose à la jeune fille? Une partie à 4, à 3, je vire mon interne? Comment je peux, moi, gérer le truc en consultation avec mon interne? Si je suis clair. Je sais pas, parce que c'est pas une question, je me la pose pas. Donc même qui est l'interne ou pas, je dirais que j'ai pas à me la poser, parce qu'en général, après un mois,
même avant la fin du premier mois. Par exemple, là en novembre, l'interne, je vais être pendant 15 jours à ma place, et puis après, il sera tout le temps à ma place. Donc, c'est pas à moi de prendre la décision et de faire l'œuvre, c'est à lui de virer la mère. Donc, c'est déjà plus facile. Et si jamais je suis à ma place, ça veut dire que l'interne, il est dans son petit coin, il bouge pas, et c'est un petit peu comme s'il était inexistant. Donc, la question se pose pas. Quand il est en observation, quand il y a des questions aussi cruciales comme ça qui se soulèvent, on le sent qu'il se ratatine dans son petit coin, qu'il bouge plus, qu'il respire plus, et quelque part, il pose pas tellement de problème. Donc, Une qualité de l'interne, le détachement. Hein, c'est ça. Pierre-Ricard Chauveau, médecin généraliste. Donc sans vouloir donner de recettes, mais pour répondre à la question donc, de comment faire en présence de la mère et de la fille, j'ai pour principe d'avoir une consultation dédiée à la première prescription donc, de contraception. Et quand c'est une demande inopinée comme ça sera toujours reporté sur un autre temps. On est dans la durée. Donc rien ne presse à prescrire une pilule dans le quart d'heure qui suit, surtout que ce sont des consultations. C'est un autre problème. Donc, surtout que c'est une consultation qui peut être excessivement longue si on veut aborder tous les champs de la sexualité, de la physiologie, etc. Et donc c'est un moment aussi que j'utilise pour dire c'est une consultation où on se verra à deux. Si l'interne est là, c'est l'occasion de remettre une consultation une semaine plus tard avec l'interne en expliquant qu'il sera là, et ça ne pose pas de problème. Alors, je trouve que le tour est joué parce qu'on passe finalement des freins à la question de comment on fait en pratique. Et du coup, je vous propose une vidéo qui a été tournée dans un cabinet de médecins généralistes. Toute ressemblance avec personne, je ne sais plus la formule, quoi, mais vous avez pigé. L'idée, voilà, fortuite. Ça se termine par fortuite. Bon alors Jeanne, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Nous venons aujourd'hui pour la réalisation du certificat de non-contre-indication à la pratique de la danse. D'accord. Si vous êtes d'accord, ce qu'on va faire dans la première partie de l'entretien, c'est que maintenant que Jeanne elle est grande, elle a 14 ans cette année, oui. On fait ça ensemble parce que j'ai besoin d'avoir des éléments médicaux que Jeanne n'a pas forcément. Et puis après, quand je passerai l'examen clinique, ce serait bien. Je pense que vous sortiez ? Pas de problème. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier cette année du point de vue de la santé de Jeanne ? Non. D'accord. Ça s'est bien passé. Et à l'école, comment ça s'est passé ? Bien. T'étais en quoi là cette année ? Au collège. D'accord, ok. Est-ce que tu fais des cauchemars en ce moment ? Non. Non, t'as pas de cauchemars. Ok. Pareil, rien à signaler. Non, il n'y a pas de souci particulier. D'accord. C'est bien passé. D'accord. Et dans les antécédents familiaux, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé cette année ? Non. D'accord, pas de maladie chez vos parents, vous-même, votre épouse ? Non, rien de spécial. D'accord. Donc pour la suite de l'entretien, je vais vous demander de sortir Monsieur Thomas, s'il vous plaît. Alors cette année, ouais, tu disais, ça s'est bien passé à l'école ? Oui, ouais. Ça va. Et avec les copains ? Ça va aussi. Ouais, t'as pas eu d'embrouille cette année ? Non, d'accord. Et à la maison, comment tu trouves que ça se passe ? Ça se passe bien. D'accord, vous ne fâchez pas trop souvent ? Des fois, mais pas souvent. D'accord, il n'y a pas des choses comme ça. Est-ce que tu fumes, Jeanne ? Non. Non. Je sais pas si je t'ai déjà dit que tu peux venir à la consultation toute seule, en fait. Sans mes parents ? Ouais. D'accord. Tu savais pas ça, non. en fait. D'accord. Donc tu peux venir toute seule. Même si tu n'avais pas d'argent, ça c'est pas un problème. Et en fait, même si tu es mineur, je te dois le respect du secret professionnel en fait. Donc même ce que tu me dis, je peux pas le répéter à tes parents. Même s'ils venaient en consultation, même s'ils me demandaient, j'ai pas le droit de le répéter. D'accord. Et donc on pourrait aborder des sujets pendant ces consultations sur la contraception, la sexualité, ou si tu étais enceinte, qu'il t'arrivait un problème, faut pas hésiter à venir à la consultation. D'accord. Est-ce que tu as pris des risques cette année ? Des risques, comment ça, des risques ? Ah oui, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, Monsieur Thomas, est-ce que vous prenez des risques ? Non.
Non. Quel risque? Ben, par exemple, est-ce que vous fumez? Non. Non. Même bon, du tabac, mais éventuellement autre chose? Non. Prendre des risques et boire de l'alcool aussi, par exemple? Non, pas d'alcool. Vous n'avez pas eu de fuite cette année ou... Non. Non, ok. Puis un dernier risque aussi, on ne pense pas forcément que c'en est un, mais quand on a un nouveau partenaire, il faut utiliser des préservatifs. Est-ce que vous êtes assez systématique de ce point de vue-là ou pas forcément? Non. D'accord. Bon, monsieur Thomas, alors c'est l'ordonnance, hein, avec les médicaments que l'hôpital vous a donnés. Oui. Donc il y a le premier médicament, là, la pravastatine. C'est un médicament contre le cholestérol, donc ça va vous faire baisser le cholestérol. Il aura éventuellement un inconvénient, ce médicament, c'est que ça peut donner des douleurs musculaires. D'accord. D'accord. Donc c'est à prendre tous les soirs, celui-là. Bien. Celui-là, le Ramipril, c'est un médicament pour le cœur. Il va faire baisser votre tension aussi. Oui. Alors celui-là, comme effet secondaire, il peut aussi donner des douleurs musculaires comme le premier. Hein. Donc pareil, si vous notez ça, ben, on en rediscutera, puis on verra ce qu'on peut faire. Et le dernier, le Cardanciel, c'est un médicament aussi pour le cœur. Et celui-là, il a deux inconvénients. Vous vous rendrez peut-être compte au début où vous le prenez que quand, pour faire un effort, commencer à marcher vite ou courir, ou même monter des escaliers, ça risque de vous essouffler un petit peu. Oui. Donc voilà, à voir. Et l'autre effet secondaire que peut avoir ce médicament, c'est que ça peut donner aussi des troubles de l'érection. C'est-à-dire qu'elle soit de moins bonne qualité ou qu'elle soit plus là du tout en fait. Il faut que je prenne des demi-doses alors? Ben non, parce que quand même pour votre cœur, il faut voir à la pleine dose parce que c'est ça qui est important. Mais après, on verra éventuellement pour la demi-dose, mais c'est qu'éventuellement déjà il y a des problèmes. Hein. C'est vrai que c'est pas très brillant de ce côté-là en ce moment, mais... D'accord. On remercie bien évidemment les acteurs qui sont aussi par là-bas. Bon, clairement, on a vu quelques façons de faire. Stéphanie, est-ce que vous voulez nous éclairer un peu sur... bon, on vous a reconnu, c'est vous. On voit que finalement, ça se fait assez naturellement. Mais racontez-nous un peu d'autres façons dont vous faites et comment vous arrivez aussi finalement à que ce soit aussi naturel. Tu veux dire à jouer la comédie? Avant tout, je crois que c'est plus facile parce que j'ai bien travaillé sur la relation médecin-patient, la distance, la bonne distance. Donc, c'est comprendre qu'on n'est pas le confident du patient, mais qu'on est vraiment un professionnel de santé. C'est être dans l'authenticité et c'est une partie du professionnalisme aussi qui permet ça. Et puis au fil du temps, ça a été de repérer toutes les amorces en consultation, tout sujet que je pourrais dévier, comme là l'exemple qu'on a pris du médicament pour plutôt qu'aborder froidement la sexualité et demander est-ce qu'il y a un problème ou pas alors que le patient il est absolument pas venu pour ça. Là, le fait de faire un lien, ça va légitimer auprès du patient mon abord sans qu'il puisse imaginer et sexualiser la consultation ou érotiser la consultation. Et en fait, quand on y regarde, il y a énormément de motifs de consultation qui sont des amorces. On en a vu 3 là. Le TDR, c'était une première consultation, une première fois au sein du cabinet, où là c'est assez facile parce qu'on a comme des grilles à remplir. Donc sur le modus vivendi du patient, c'est le moment de l'interroger. Un patient qu'on connaît depuis 5 ans, on ne va pas lui reposer la question du risque. Juste pour un petit sondage, je vous donne la parole tout de suite après. On a vu que dans une des vidéos, il y avait un test que vous avez utilisé. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire 2 mots? Et j'aimerais juste savoir combien de MSU présents dans la salle le connaissent et l'utilisent. C'est un peu difficile. Et combien des internes le connaissent et l'utilisent?
Bon, ça c'est la MSU. Bon, vous avez pas, en même temps, vous n'avez pas le droit de dire non. Et les internes? Alors, je ne vais pas revenir sur la formation, mais ça prouve quand même que les internes, vous demandez à ce qu'on en parle, et finalement, vous n'êtes pas très au courant. J'en fais partie, hein, mais bon. Est-ce qu'on peut juste rappeler Ouais, en fait, c'est l'auteur qui en parlera, mais c'est pas moi. Mais en fait, il n'y a pas eu un test de fait, il y en a eu 2 de fait. Il y a aussi, j'utilise, et puis certains ont participé à l'étude que Charlotte Rodenbourg avait fait, où il s'agissait de poser 4 questions, de dire 4 choses, plutôt 4 informations à l'adolescent. Est-ce que tu sais que tu peux venir seul en consultation? Alors tu veux en parler, Anne-Marie? Ouais. Prise de risque. Ouais. Sécurité. Ouais. Secret. Donc. Bon, la question sur la formation médicale continue sera abordée lors de notre atelier. Donc, où on va délivrer l'information à l'adolescent ou à l'adolescente, qu'il peut venir seul en consultation, qu'on peut parler de sexualité, lui demander s'il a pris des risques et lui parler du secret professionnel. J'ai perdu le dernier, s'il y en a un autre. Sécurité, c'est s'il a pris des risques. Sommeil, non, ça c'est le test du cafard. C'est le cauchemar. Bah oui, c'est le risque. La sécurité, c'est le risque. Voilà. Et le cafard et le TSTS? Bon, je vous propose que vous interveniez Philippe, et que quelqu'un cherche sur son iPhone. Voilà. Donc moi je m'appelle Élise Petit, je suis médecin remplaçante. Je voulais juste... bon, on a évoqué toutes les... Merci. Allez-y. L'enthousiasme. Oui, on a évoqué le bien-être. La chose principale, c'est quand même le bien-être sexuel. C'est notre rôle d'aborder les difficultés qu'il peut y avoir autour, mais aussi d'aborder déjà ce qui va et de parler de la sexualité de façon positive aussi, et pas d'aborder forcément tout de suite les risques. Parce que bon, c'est justement l'épanouissement personnel. Et une jeune fille qui vient pour une contraception, lui balancer tout de suite toutes les MST qu'elle peut s'attraper, c'est aussi dommage. Je pense qu'il faut l'aborder, mais que ce soit même pour les garçons d'ailleurs, c'est moins facile pour moi d'aborder chez les jeunes gens, chez les jeunes adultes masculins. Je trouve que c'est moins facile. Mais en tout cas, voilà, reconnaître que la sexualité, c'est aussi le plaisir, quoi, et de vérifier que tous puissent accéder à ça. Finalement, on est dans la médicalisation de la sexualité. Monsieur Bouet, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui, vous abordez en fait la question de la santé sexuelle, hein, le bien-être sexuel, le plaisir, mais en même temps, c'est pas non plus une obligation. Dans la mesure où on peut voir des personnes qui viennent, qui n'ont absolument pas de problème sexuel particulier, mais qui s'inquiètent parce que l'orgasme n'est plus au rendez-vous à chaque fois, ou parce que au lieu de durer 20 minutes, ça dure 10 minutes, ou etc. Donc il y a une espèce aussi, et en même temps, notre rôle, c'est de dire attention, on n'est pas là pour être au rendez-vous à chaque fois de la jouissance telle qu'elle est définie. Parce que ça veut dire quoi le plaisir? Ça veut dire quoi la jouissance? Ça veut dire quoi voilà, enfin, il y a des tas de façons de prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'une relation sexuelle? Définissez-moi ce que c'est qu'une relation sexuelle. Moi, je n'ai pas de définition évidente de la relation sexuelle. Donc voilà, c'est holistique. Je veux dire, c'est quelque chose. Enfin, la santé sexuelle, c'est un humanisme qui doit respecter la dignité des personnes et qui prend en compte le bien-être sexuel comme une des composantes de l'épanouissement de la personnalité de chacun. Et chacun est différent. Comme le disait Martin Macler, chacun a le droit à sa sexualité. L'important, c'est d'accompagner la personne dans ce qu'elle est profondément. C'est ça notre rôle. Hein. C'est
c'est de déculpabiliser. Alors évidemment, il y a le problème des perversions. Après, c'est autre chose. Mais en tous les cas, moi, je vois jamais. Je vois que des gens normaux. Enfin, voilà. Enfin, c'est ça la question. C'est être empathique, avoir bien sûr la distance suffisante, avoir une formation. En tous les cas, pour le sexologue, c'est absolument indispensable d'avoir une formation psy et d'avoir fait lui-même un travail psy sur lui. Hein, ça, c'est tout à fait indispensable. Voilà. Mais moi, je suis toujours un petit peu... je me méfie toujours de ma tendance à médicaliser les choses, parce que je suis un médecin et je me surveille par rapport à ça aussi parfois. Hein. Faire attention à ça. Sur la position du médecin. Le jeu qu'a joué Stéphanie, remarquablement d'ailleurs à l'écran, je l'ai joué un jour de la même façon. Mais ça ne s'est pas terminé tout à fait pareil. C'est-à-dire quand vous avez une jeune fille de 15 ans, canon, à qui vous dites, avec un homme d'âge mûr, tu sais, tu peux revenir quand tu veux, sans tes parents, tu n'es même pas obligé de payer. Voilà. La jeune fille est revenue 3 fois. Et bon, elle avait quelques problèmes relationnels, etc. Moi, il m'avait semblé que j'avais joué un rôle très professionnel, à bonne distance. Est arrivé un jour, peu de temps après, la mère assez furieuse, à son carnet de chèques. Docteur, c'est combien? 69 €, je crois. Pardon? Ma fille vient depuis 3 fois chez vous, vous ne la faites jamais payer. Je pense qu'elle est canon, mais vous devriez faire attention. Donc, n'oubliez pas que même quand on garde la position, les gens se font des films. Ouais, certes, Philippe, mais si tu veux, c'est quand même un phénomène rare. Et je vois beaucoup plus de femmes qui se font agresser par des médecins généralistes qui les tripotent à tout vent que des filles qui se plaignent qu'un médecin généraliste a essayé de les tripoter. C'est trop bien. Je pense que c'est important de remettre les choses dans l'ordre. Puis à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, c'est comme le reste. Alors, c'est une question qui s'est posée lors de la préparation de cet atelier. On en discutait avec Madame Grandcolin et on s'est rendu compte que finalement, de moins en moins de médecins hommes acceptaient aussi d'examiner des patientes seules en cabinet. Oui, mais les gynécologues, alors c'est pire que nous. Enfin, alors eux, ils doivent être complètement assaillis. Ils voient des culs à longueur de journée. Enfin... Un moyen d'être tranquille par rapport à ça, c'est d'avoir un interne. Oui, je voulais juste poser une question pour le contenu de la consultation, la première consultation de contraception chez une adolescente. Et le contenu, est-ce qu'on pourrait en dire un mot? Parce que la contraception, c'est souvent la pilule, c'est souvent aussi la prévention des maladies sexuellement transmissibles, mais est-ce que le rôle du médecin, c'est d'aller au-delà? Quelle est la limite? Si tu dis que s'il y a quoi que ce soit, il y a des questions, parce qu'il y a la question de la violence aussi, hein, de la violence sexuelle, et comme on a montré dans l'extrait, qu'ici on peut parler de tout, de la contraception et de la sexualité, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et si jamais elle a des questions, ou il a des questions, il reviendra pour en parler le moment venu. Voilà. Ouais. Moi, je suis encore dans le débat tout à l'heure. Je pense que c'est un réel problème quand même. Enfin, on le sait, hein, l'examen de la mineure par un homme, d'autant plus s'il est jeune. Hein. Moi, je sais que ça, je fais très attention au niveau des internes quand ils font des consultations seules, parce que j'avais une adolescente de 14 ans et qui avait déjà une vie sexuelle depuis longtemps et la pilule depuis 12 ans, qui a eu, donc ma secrétaire avait mis un rendez-vous avec elle, avec l'interne plutôt, pour une histoire d'angine toute bête. Dès qu'elle a vu que c'était un jeune interne, je l'ai entendu dès la salle d'attente, voilà, elle était très très contente. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir raconter après, parce qu'elle racontait tout le temps plein de salades sur plein d'histoires sexuelles qu'elle avait. Je suis allée chercher la mère dans la voiture. J'ai dit à la mère, allez donc avec votre fille. Et la mère m'a dit, oui, vous avez raison.
lui, je l'avais vu d'emblée qu'il était très gêné parce que bon, elle faisait des réflexions quand même un petit peu osées. C'est quand même un réel problème. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas mettre nos internes, et je pense que c'est plus le problème des hommes jeunes vis-à-vis des jeunes femmes, plus que dans la situation inverse. Et de toute façon, les histoires médicales ou les harcèlements sexuels, les enseignants sont très confrontés à ça. Moi, j'en ai 2 dans ma clientèle qui sont en cours, 2 hommes jeunes qui sont en cours de procès d'harcèlement sexuel ou d'attouchement sur des jeunes filles. Enfin, il n'y en a plus qu'un parce que l'autre s'est suicidé. Quand même. Donc je crois que, enfin, nous en tant que maître de stage, il ne faut pas non plus qu'on mette nos internes en difficulté. Sur ce que pas sur ce qui va forcément se passer, sur ce que la gamine elle va raconter. Voilà. Après, quand c'est une jeune femme majeure, sur le plan légal, c'est pas la même chose. Enfin, peut-être, hein, mais je trouve qu'on est en train de donner une image de la jeune fille. Nous, les femmes, nous sommes des perverses menteuses. C'est aussi un petit peu... Enfin, non, mais... Non... Bah, oui, mais combien il y a de procès dans ce sens-là? Alors, on va reprendre... Attendez. Mais tomber amoureux, ça c'est pas mal. Alors, un interne va intervenir. Alors justement, comme ça, je vais pouvoir répondre justement aux 2 derniers sujets là. Il y avait la politique qui était menée par mon maître de stage il y a 6 mois. Je crois que c'était quelque chose de très intéressant. Quand on avait une mineure, donc moins 18, pardon, je répète, il faisait jamais d'examen clinique sans la présence d'un parent. Donc c'est-à-dire qu'il faisait l'examen clinique avec le parent, puis il faisait sortir le parent pour aborder toutes les questions qui étaient un petit peu gênantes, mais comme ça, il ne se retrouvait jamais à 2. Même avec moi comme interne, on ne se retrouvait jamais tous les 2 plus une mineure. On faisait toujours examen clinique avec le parent. Et ensuite, moi j'ai passé mon BAFA, j'ai été confronté de nombreuses fois à ces situations-là. On nous dit bien, et à juste titre, que toute situation qui peut être comme ça, justement, portée à confusion, il doit toujours y avoir un tiers qui soit présent, un autre animateur. On ne reste jamais... voilà, c'est clair que c'est peut-être trop, mais il vaut mieux prévenir que guérir et se retrouver avec des situations qui sont parfois très, très compliquées. On ne sait jamais comment peut réagir une adolescente de 15 ans. Voilà, c'est très rare, mais ça arrive et ça peut être parfois dramatique. C'est une question compliquée, la sécurité. Je dirais qu'avec un schizophrène, c'est la même question. Avec moi, j'ai les toxicomanes, c'est pareil. Enfin, je suis pas sûre que ce soit un sujet qu'on doive aborder ici. Non, mais ils sont dangereux. Oui, mais je crois pas que ce soit le débat d'ici. Enfin, c'est pas un débat qu'on doit avoir ici, on dévie, Non, mais enfin, c'est pas ici qu'on doit aborder ce sujet-là. Si vous voulez bien, on continue. Ne nous emportons pas. Madame, vous vouliez intervenir. Je pense qu'on dévie un petit peu du sujet, et quand on parle de sexualité chez les mineurs, parce qu'on en revient à la sexualité chez les mineurs, c'est pour ça qu'on a dévié, on n'examine pas dans ce cas-là la mineure quand on lui parle de sexualité. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et vous l'écrivez bien dans le dossier médical qu'il n'y a pas eu d'examen clinique le jour où vous avez abordé la sexualité. Mais je pense qu'effectivement, le sujet est très grave, soit, mais malheureusement, on n'aura pas de réponse aujourd'hui dans cet amphithéâtre, je pense. Merci Fanny. Et du coup, je vous encourage, l'ensemble des internes et des MSU, à organiser d'autres journées de ce type, mais du coup, directement dédiées à cette question. Docteur Fraîche, vous vouliez... Oui, je pense qu'on peut citer par rapport à la thématique exacte de ce sujet. On peut citer ce qu'a dit Marie Barré, qui est une chef de clinique de Brest, qui avait fait une très belle thèse sur
la position des médecins généralistes vis-à-vis de l'éjaculation précoce. Elle avait fait une recherche qualitative et en conclusion, elle avait classé les médecins en 3 catégories, c'est-à-dire ceux qui effectivement évitent le débat, on est d'accord, est-ce qu'éventuellement ils sont mal à l'aise ou pas, peu importe, en tout cas ils évitent le débat, et je pense que ce que vient de dire notre collègue est tout à fait en réalité. J'ai essayé d'organiser moi sur Royan, alors Royan n'est pas réputé pour qu'il y ait le plus grand nombre d'adolescents, entre parenthèses, hein, mais j'ai essayé d'organiser des soirées de formation médicale continue, de gynéco, de sexo, etc. Et c'est vrai que régulièrement, les hommes médecins parlent toujours de la même chose, qu'ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils sont seuls en consultation. Hein, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Marie Barré, donc, elle catégorise en 3 catégories, ceux qui ne sont pas à l'aise, ceux qui ont effectivement un peu de mal à aborder mais qui arrivent, et puis ceux qui parlent très bien de ce genre de problématiques. Donc il n'y a pas que des gens qui sont mal à l'aise. Je suis juste là devant. Pour compléter la chose, les recommandations nous disent pas d'examen, pas de frottis systématique avant 25 ans. Donc le problème ne se pose pas. Pas d'examen médical, gynécologique avant 25 ans. Point barre. Merci d'avoir clôturé le débat sur cette question. Excusez-moi. Moi, je voulais juste apporter un petit peu de mon expérience personnelle. Je suis interne en médecine générale et je voulais juste dire que moi, j'avais abordé ce sujet avec un de mes maîtres de stage lors de mon stage chez le praticien. Et il m'avait dit qu'au final, c'était très simple parce que la plupart de ces patients, il les suit depuis qu'ils sont bébés. Et du coup, il les a suivis et au moment de l'adolescence, il est toujours leur médecin, ils se connaissent par cœur. Et ce sujet n'est pas plus difficile à aborder qu'un autre parce qu'il y a cette relation de confiance qui s'est créée dès le jeune âge et qui fait qu'au final, ces problèmes-là, ils sont très rares. Alors, moi j'en profite pour vous poser aussi une question. Non, je pose une question, mais je vous donne le micro. En plus, M. Binder est mon tuteur, donc je suis un peu soumis à... Bon, voilà, comme ça tout est dit. C'est un conflit d'intérêts, absolument. Alors, mais une question que je vous pose quand même, c'est finalement, on l'a un peu évoqué tout à l'heure sur la question du dépistage. Quand est-ce qu'on en parle? À quelle fréquence? Est-ce qu'on attend qu'il y ait forcément une amorce? J'aimerais qu'on aborde quand même cette question aussi, s'il vous plaît. Chers collègues et futurs collègues, je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas d'attitude générale et il y a effectivement un grand nombre qu'une thèse qualitative ou quantitative serait bien venue de mesurer. Et le nombre de médecins, d'adolescents qui, connaissant trop bien leur médecin généraliste, comme j'ai entendu la semaine dernière, changent de médecin pour parler de sexualité parce qu'il me connaît trop bien. Il y a une erreur dans notre tête, c'est de croire que parce que j'ai confiance en ma mère, en mon petit copain, en mon médecin généraliste, puisque j'ai confiance, je vais lui parler de mes problèmes. Eh bien non, justement, c'est une thèse d'ailleurs qu'on est en train de faire, un programme de recherche, je dis des choses à des gens qui me paraissent légitimes pour les entendre, et pas forcément des gens pour lesquels j'ai une grande confiance affective, relationnelle. Non, ils sont compétents pour m'entendre. Et parfois, vous pouvez être saisi par un adolescent parce que vous êtes dans le quartier d'à côté, parce que votre tête est sympathique, et vous allez pouvoir dire un secret là, qu'il ne faudra surtout pas dire, à son médecin traitant. Donc on ne peut pas, hélas, généraliser. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Je suis perdu. Alors je répète ma question. Ma question c'est... à quel moment, finalement, ou à quelle fréquence doit-on parler de sexualité avec ses patients? Alors, je présume qu'il y a, bien entendu, en fonction du contexte, etc. Mais on a posé la question un peu tout à l'heure du dépistage. Enfin, voilà, c'est vraiment la fréquence. À qui je le fais? Est-ce que je le fais à tout le monde? Et je ne reviendrai pas sur la légitimité, mais il y a aussi la question de quelle sélection de population faites-vous? Est-ce que vous en faites une? Est-ce que vous le faites à tout le monde? Est-ce que vous parlez de sexualité, finalement, à tous vos patients? Indépendamment des nourrissons, ça, je le comprendrai. Non. Enfin, moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Alors, on a passé beaucoup de temps sur les ados et dans nos cabinets de médecine générale, il y a les ados, certes, mais il y a aussi plein d'adultes et de gens plus âgés qui peuvent avoir ce type de difficultés. Alors, pour ce qui est de la fréquence, je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas du tout d'idée là-dessus. Ce qui me semble important, c'est d'en parler une fois. En tout cas, faire bien comprendre à nos patients qu'ils peuvent parler de ça avec nous. À partir du moment où ils savent ça, qu'ils sont OK là-dessus, je pense que quand ils auront envie d'en parler, ils vont le faire. Bon, voilà. Enfin, ça me paraît... Parce que nous, dans nos cabinets, nos patients, quand ils viennent, ils voient une balance dans nos cabinets. Ils pensent qu'on fait de la pédiatrie. Ils voient des étriers sur
sur nos tables d'examen, ils pensent qu'on fait de la gynéco, mais ils ne savent pas qu'on peut parler de sexualité avec eux. Alors, je pense que le meilleur moyen pour qu'ils le sachent, c'est qu'on leur dise, quoi. Voilà. Juste derrière la jeune fille. Donc moi je voulais revenir en fait sur le manque évident de formation des internes. Donc on en a beaucoup parlé et moi j'aurais aimé avoir l'avis de mes co-internes et éventuellement des médecins pour concrètement comment on pourrait faire pour améliorer cette formation, sachant qu'on a bien vu qu'intellectualiser la sexualité n'était pas forcément une bonne idée non plus, parce que je pense qu'elle attire également beaucoup de problèmes par rapport à ça. Je pense que les jeunes pensent trop. Donc voilà. Donc je voulais avoir l'avis des internes, savoir ce qu'ils proposaient. Alors, moi je te remercie pour cette question. Mais effectivement, c'est pour ça finalement qu'on est là, hein, quelque part. Donc merci de légitimer notre travail. Mais la question, c'est finalement de quoi avez-vous besoin, vous, internes? Alors, on peut avoir l'expérience de nos pairs, mais finalement, où est-ce que vous, internes, vous sentez une lacune? Alors, on a vu la question tout à l'heure sur le questionnaire. Visiblement, on n'est pas nombreux à le connaître. Mais indépendamment de ça, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir le faire? Vous, parce qu'on a les données sur les médecins, on les a cités tout à l'heure. Mais vous, les internes. Alors là, je vous montre, parce que c'est comme les mauvais élèves, les internes sont toujours au fond. Qui veut bien répondre à cette question? Ou du coup, un MSU veut bien l'aborder? Non? Mais oui, mais... Alors, juste pour information, donc, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a quasiment 50% des internes de médecine générale qui n'auront jamais accès à un stage en gynécologie. Et mine de rien, même si ça reste une spécialité, c'est quand même beaucoup plus facile d'aborder lors de ce stage les problèmes de sexualité, sachant que les principaux motifs de consultation viennent directement de la part des patientes. Donc c'est un petit peu dommage que la moitié des internes ne puissent pas en profiter. Alors, juste là, parce que du coup, pour le CRPI-MG travaille à ce qu'il y ait le maximum de stages, et peut-être à terme, avoir des stages de gynéco et de pédia séparés, mais c'est un long travail, ça c'est une autre question. Alors, je voulais dire qu'effectivement, peut-être qu'en gynéco, c'est plus facile d'aborder ces questions-là, mais que ce serait quand même intéressant de les aborder dans les stages de niveau 1, parce que c'est notre futur métier, c'est à ce moment-là qu'on va aborder ces questions. Mais je pense que le stage, moi j'ai la chance d'être dans le stage gynéco-pédia en ambulatoire. Et en fait, il y avait plusieurs questions par rapport à la sexualité. C'était comment aborder en fait les sujets de sexualité dans une consultation standard quand les patients viennent pour un motif X ou Y. Et les différentes vidéos qu'on a eues sont un petit exemple. Et en fait, je pense qu'en tant qu'interne, c'est aussi des choses pratiques comme ça qu'on aimerait savoir comment aborder, comment utiliser, enfin, quand repérer qu'un patient a envie de parler mais qu'il n'ose pas, voilà. Je pense que c'est ça surtout qu'en tant qu'interne, on a envie d'avoir comme formation. Oui. Est-ce que tout simplement le fait de savoir qu'on peut poser la question, pourquoi pas pour commencer, quand on sent que c'est le moment, ne peut pas permettre ensuite de faire en sorte qu'on soit plus à l'aise pour la poser un petit peu plus souvent, tout bêtement? En fait, les internes pensent qu'ils n'ont pas la formation, et la formation en tant que technique, vous l'avez déjà, même les seconds semestres, vous l'avez déjà la technique, vous savez répondre de ce côté-là. Après, vous attendez de la formation pure et dure. Vraiment, il y a effectivement la gynécologie, je pense que c'est important de passer... pour ma part, en gynécologie, ou faire le DU de gynéco, sexualité, gynéco et uro, comme soulevé Dr Buet, je pense que c'est lié pour moi. Après, il y a une formation sexualité que Dr Grand-Colin met en place, et on va essayer de l'étendre, en tout cas à plus grande échelle si c'est possible, parce que je pense que ça apporte énormément. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont accès. Mais voilà, et le CRPI-MG, on va espérer de se mettre en lien avec la fac, on va essayer de faire beaucoup de choses, mais pour l'instant, on ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde. Mais en termes de formation au premier degré, enfin dans le terme propre, on n'a pas beaucoup de réponses à te donner, mais tu as déjà, les réponses techniques, tu les as, mais c'est les amorces que tu attends, à choisir le moment opportun, à quelle fréquence de poser la question à tes patients en cabinet, tout ça, ça vient avec... la façon de t'exprimer devant le patient, être à l'aise, et ça va être au fur et à mesure de ton cursus que tu vas l'apprendre. Mais c'est difficile.
La preuve, on en parle tous au jour d'aujourd'hui. Se pose la question aussi finalement de l'apprentissage de la communication en médecine générale. C'est juste pour la réflexion, mais c'est aussi à discuter. Je vais donner une autre vision d'interne. Moi, je ne suis jamais passé en gynéco en tant qu'externe et pas non plus en tant qu'interne, et j'y passerai pas. En revanche, ça ne m'empêche pas de parler de sexualité avec les patients. Je ne ferai pas d'examen gynéco parce que je ne m'estime pas compétent en ça, mais pour parler de sexualité, pour prescrire une pilule, j'estime que je n'ai pas besoin d'être passé en gynécologie pour le faire. Voilà, donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de théorique, et je te rejoins là-dessus. On a tout l'internat, tout l'externat qui est passé avant là-dessus. Voilà, donc c'est clair que je vais envoyer facilement vers les gynécologues pour tout ce qui est vraiment technique, mais parler de la sexualité, moi je l'ai beaucoup fait avec mon maître de stage avant, et j'estime que ça me paraît suffisant pour ma pratique future. Alors, comme je joue un peu au passe-partout aujourd'hui, et je gère le temps aussi, passe-temps, pardon, tu as raison, tu es un fin connaisseur, on a jusqu'à écart. Donc nous avons droit encore à une ou deux interventions, si vous le désirez, sinon on peut passer directement à la petite pause café, etc. L'erreur la plus fréquente est de penser qu'en matière de communication, comme l'a dit Benoît, ou comme pour intervenir dans un sujet délicat comme la sexualité, l'erreur la plus fréquente est de croire qu'il faut une formation supplémentaire. Je pense que la voix, c'est un travail sur la diminution de ses propres défenses. C'est là où réside le travail. Ça sera la dernière intervention, si vous voulez bien. C'est tout à fait modeste ce que je vais dire, mais c'est peut-être pour donner des petits tuyaux aux internes qui posaient des questions pour faire une entrée en matière par rapport à la discussion qu'on peut avoir sur la sexualité avec les patients. Il est évident que moi je me sers de plusieurs motifs de consultation, la fatigue, le mal de tête et les symptômes dont on n'arrive pas à rentrer dans un tableau de maladie. Et bien souvent c'est là que je pose, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous mangez bien, est-ce que dans votre vie ça va, est-ce que vous avez une sexualité épanouie, est-ce que ça vous apporte, est-ce que vous avez d'abord une sexualité, est-ce que vous êtes en couple, etc. C'est quelquefois on trouve tout seul les moyens de poser, de mettre sur la table la sexualité des patients. Par contre, là où moi je trouve vraiment délicat de parler de sexualité, c'est avec les jeunes, parce que je pense que effectivement la brutalité dans les rapports, ça j'en parle, je le soulève. Mais vraiment, l'épanouissement de la sexualité chez les jeunes, j'ai jamais vraiment, je crois, aidé beaucoup des jeunes. Oui, je n'ai pas beaucoup aidé parce que pourtant, je fais beaucoup de gynéco. J'en parle au moment justement où je leur fais l'examen pour leur demander si elles ont des souffrances ou autres, mais ça ne va pas plus loin. Alors en leur donnant quelques conseils, notamment si elles ont un col rétroversé ou antéversé et qu'elles ont mal au moment de la pénétration, donner des conseils. Mais de là, de parler de la sexualité avec les jeunes, c'est quelque chose que je n'ai jamais abordé dans ma pratique depuis 25 ans. Parce que franchement, pour en suivre pas mal, je n'ai pas ressenti ce besoin et ça me paraissait déplacé. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. En tout cas, on remarque très clairement que je crois qu'on a bien fait d'en parler. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé des solutions finalement, mais à la limite, peu importe. En tout cas, moi j'aimerais vous dire que déjà remercier nos trois intervenants qui, voilà. Remercier Xavier à la technique parce qu'on ne le voit pas, mais ça fait un peu genre concert, quoi. Mais bon. Et aussi vous dire, juste pour conclure finalement, que moi en tout cas personnellement, je suis très fier d'être dans cette faculté qui prend c'est parce que Philippe est mon tuteur, absolument, mais quand même, très fier d'être dans cette faculté qui finalement quand même prend à cœur des sujets qui visiblement font débat, c'est-à-dire qu'on voit bien, c'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à en dire et il y a des polémiques qu'on sent très fortes.
Et je rappelle quand même qu'au sein de cette faculté, il y a un département de recherche et notamment un pôle dédié à la sexualité. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc rien que pour ça, on peut aussi féliciter notre faculté. Et enfin, merci encore une fois à vous tous pour tout ça. On a bien noté qu'il y a une question qu'il faudra qu'on aborde. Alors on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui, on le fera à un autre moment, sur la judiciarisation de la médecine, parce qu'indépendamment de la sexualité, il y a d'autres choses. On a bien vu que même en GEAPI, il y a un GEAPI qui s'appelle Code de déontologie. Le mien, celui où j'ai participé, a été entièrement fait sur la question de risque du pénal, en fait. C'était que ça. Donc je crois qu'il y a quand même une vraie demande de la part des internes. Donc nous verrons ça, si vous voulez bien, plus tard, à un autre moment, dans un moment dédié, auquel, bien sûr, vous serez tous invités. Merci beaucoup. Juste